voyagé et je pense que j'étais rendue là dans mon cheminement de voyageur, dans le sens que je cherchais une expérience différente, une expérience qui allait me faire sortir de ma zone de confort habituelle. Je savais que voyager en Inde avait son lot de difficultés, mais je voulais m'ouvrir à cette culture-là et rencontrer les Indiens et j'ai été comblée. Vous avez choisi le nord de l'Inde particulièrement. Pourquoi le nord de l'Inde? Parce que c'était plus attrayant au niveau de la multiculturalité ou non? Plus attrayant au niveau des monuments historiques et plus accessible au point de vue d'infrastructures touristiques. Par exemple, comme les monuments? Le Rajasthan, qui est l'État, disons, indien le plus visité, offre des forts et des palais des anciens Maharajas qui ont beaucoup d'intérêt pour nous, Nord-Américains, parce qu'on y voit la façon de vivre des anciens Maharajas. On voit, ça nous permet de comprendre un peu l'architecture de cette époque-là et aussi l'intérieur des palais forts, luxueux et qui sont devenus des musées ou des hôtels. Donc, ça a beaucoup d'attrait. Pas tellement, il n'y a pas tellement d'attrait naturel parce que le Rajasthan est un pays est un État semi-aride, donc, mais très intéressant au point de vue historique. Pour le Taj Mahal, vous avez vu le Taj Mahal. Ah, ben oui. Parlez-moi un tout petit peu du Taj Mahal, parce qu'il a été rénové aussi. Il y a eu tout un processus de de modernisation qui a été fait. Oui, bien, probablement qu'on a dû nettoyer le marbre. Hein. C'est que, malheureusement, il y a beaucoup de pollution en Inde et le Taj Mahal est fait de marbre blanc. Et il avait été empoussiéré au cours des âges. Maintenant, c'est un monument d'une beauté exceptionnelle. Et quand on a visité Istanbul, par exemple, et qu'on a vu la mosquée bleue, ça ressemble beaucoup. Donc, ça a le style d'une mosquée, mais c'est un mémorial à la mémoire de l'épouse du Shah qui a fait construire ça en 1631. Et je pense que lorsqu'on voit toutes les pierres incrustées à l'intérieur de toutes les différentes structures, on est impressionné, là, évidemment, par le montant de travail requis et par la splendeur de l'ensemble. Il faut que je vous amène inévitablement sur deux points d'importance. Le Gange. C'est le plus grand fleuve de l'Inde. C'est un fleuve qui part de l'Himalaya et qui se jette dans la mer de Bengale, complètement dans le sud. Maintenant, ce qui est surtout remarquable, c'est que le quart de l'Inde est irrigué par le Gange. Donc, c'est exceptionnellement important. J'ai déjà vu des reportages à la télé où on voyait un Gange bleu. C'est pas ce qu'on voit à Varanasi. Je comprends que dans le delta du Gange, c'est très beau et il y a une vie animale exceptionnelle, mais la section, évidemment, qu'on voit à Varanasi, ça a une toute autre signification. C'est le fleuve sacré des hindous. C'est un lieu sacré parce que c'est comme la Mecque, dans le fond, pour les musulmans, ou le Vatican pour nous, chrétiens. C'est l'endroit où tout hindou rêve de finir ses jours, si possible, et autrement dit, de vivre la crémation et d'avoir ses cendres jetées dans le Gange pour renaître éternellement. C'est inconnu, là, maintenant que vous l'avez apprivoisé, vu, contemplé, bon, etc., etc. Qu'est-ce que vous en avez retiré, essentiellement? Une expérience inoubliable. Je sens que j'ai effleuré
l'Inde. On ne peut pas comprendre l'Inde avec 3 semaines de visite, même si j'avais beaucoup lu et je m'étais beaucoup préparée. Je sens que j'aurais beaucoup plus à apprendre, mais quand même, je me satisfais, là. Il y a encore beaucoup d'autres pays à visiter. Je suis plus riche d'avoir côtoyé les Indiens. Les Indiens sont un peuple résilient, un peuple chaleureux et je suis heureuse d'avoir pu vivre cette expérience-là et de l'avoir fait partager à 30 autres personnes.